Oui, Charles, Charles, oui, oui. Amène-nous une autre bouteille de moët et chandon, oui. Oui, notre public est arrivé, oui. Bienvenue, bienvenue au podcast sur le Grand Prix de Monaco. Bienvenue à tous les gens qui sont dans le besoin, à tous ceux qui ont des nécessités, qui, comme nous, touchent le RSA et regardent chaque fin de mois aussi difficilement, hein, ce compte en banque qui tombe, qui chute. Dans la principauté donc de Monaco ce week-end, le circuit mythique de Monaco, hein, la légende est là. Évidemment, la légende a frappé encore avec un grand samedi de qualification, hein, vraiment les meilleures qualifications de la saison sans aucun doute. Mais surtout, on a été relancé ce week-end sur la solution qui a été proposée par la F1, on l'avait dit. Cette solution à 2 arrêts qui nous a offert une course pour le moins... Ouais, elle est drôle, on va dire. Oh, drôle, voilà. Original. Je pense qu'on va y revenir, mais ça n'a pas réglé le problème dans le fond. Mais enfin, en tout cas, on a pu regarder un autre format de course que ce qu'on a vu habituel et il y a pas mal d'enseignements à tirer. Toujours est-il qu'on va revenir sur ce week-end et donc la victoire de Lando Norris ce week-end qui aura tenu la dragée haute face au retour des Ferrari et surtout de Charles Leclerc qui évidemment chez lui et dans sa maison tient vraiment à chaque virage il les connaît. On sent que Charles vraiment est vraiment très 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 à l'aise sur son circuit à domicile à chaque fois. C'est une véritable menace. Et là, malheureusement, il n'aura pas pu concrétiser pour aller chercher cette pole. Et malheureusement, Monaco, on va le voir, le petit train-train habituel va se faire. Verstappen qui limite la casse, Piastri qui n'était pas en mesure, pas au niveau en tout cas de Norris ce week-end. Et lui aussi va limiter la casse. Et puis on va revenir sur les différentes stratégies qui ont eu lieu, avec des stratégies de tortue pour évidemment matcher cette solution imposée à 2 arrêts. On va voir des stratégies qui vont se mettre en place, utiliser les 2 voitures pour freiner les autres adversaires. Et finalement, ça va donner une course assez étrange, chaotique un peu, dangereuse on va dire. Et puis il y en a qui vont craquer à l'image de George Russell, on va y revenir, avec une Mercedes qui aura vraiment subi ce week-end. Mercedes qui aura marqué aucun point. Très très dur pour Mercedes, un week-end très compliqué. On en discute, on en parle, c'est avec Enfin Bon, bien sûr. Bon, on va revenir bien sûr sur cette victoire, le week-end de Lando Norris, la victoire de Lando qui aura vu comme son adversaire principal, non pas son adversaire direct Oscar Piastri, son coéquipier, non pas Max Verstappen qui, on le savait, allait être un peu plus en difficulté sur ce circuit. On savait les McLaren hyper dangereuses à Monaco, mais les Ferrari qui font un comeback, on l'avait dit, les Ferrari, il y avait plusieurs indices qui disaient qu'il y avait de la performance dans cette voiture. Après, on le sait, Monaco, c'est un circuit un peu atypique. Il faut se sentir à l'aise dans sa voiture, il faut se sentir à l'aise avec ses réglages, il faut se sentir à l'aise avec la piste. Et là, on a le cador en la matière, c'est-à-dire Charles Leclerc qui, à domicile, a toujours eu vraiment des performances XXL. Alors, qui ne sont pas forcément concrétisées en XXL, puisqu'il a eu un sacré chat noir, le pauvre Charles, qu'il a vaincu l'année dernière. Mais il a toujours performé, il a toujours été à un très haut niveau à Monaco. Et là encore, Charles, premier des essais libres 1, premier des essais libres 2, premier des essais libres 3. Et c'est vrai qu'il était sur le papier favori, probablement en bataille directe avec Lando Norris, avec peut-être Oscar Piastri un tout petit peu en retrait, un peu plus en retrait que Lando Norris. Mais voilà, on sentait que c'était avec les McLaren. Max Verstappen, un poil compliqué pour lui d'aller chercher cette pole position dans la principauté. On a senti que sans surprise, la Red Bull est beaucoup moins à l'aise dans cet ensemble de virages un peu plus lents. Forcément, puisque la force visiblement de la Red Bull cette année, c'est dans les virages à moyenne et haute vitesse. Donc là, forcément, à Monaco, c'est assez compliqué. Mais Charles qui aura tout donné est déçu évidemment en samedi parce qu'il le sait, malgré ce format
nouveau format imposé donc avec ces 2 arrêts obligatoires, il ne sera pas en mesure d'aller chercher Lando Norris sur ce week-end de Grand Prix. On va très vite assister à un détachement de ces 5 premiers, on va dire, des 5 voitures qui ont la capacité, même les 4, hein, on peut dire, qui ont un rythme vraiment supérieur aux autres. Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri et Max Verstappen dans l'ordre. Et finalement, cette nouvelle stratégie à 2 arrêts, elle va pas vraiment avoir d'incidence en haut du peloton. On va y venir après, hein, sur le milieu de peloton. Ça nous a donné des scènes très cocasses, mais sur le haut du peloton, bah en fait, parce que chacun s'est matché un petit peu, hein. C'est-à-dire que lorsque l'un rentrait au stand, eh bien, l'autre rentrait dans la foulée au stand. Et finalement, il y avait suffisamment d'écart entre chacun pour pas se faire undercutter, même si l'undercut était assez puissant à Monaco. Bon, voilà, on a rien pu faire spécial. De toute façon, la supériorité de Norris sur le rythme de course, elle était assez grande sur Charles. Et puis il y a quand même la gestion aussi des retardataires, hein, à Monaco. Ces retardataires, ils créent un léger écart finalement entre les pilotes, entre le premier, le deuxième, le troisième, quatrième. Et en fait, c'est cet écart-là qui se fait à la sortie des retardataires, qui creuse des écarts, bah, va permettre finalement à chacun de rentrer au stand et de ressortir devant l'autre. Donc, il y a eu quand même des fenêtres d'opportunité où c'était plus ou moins assez serré, mais c'est vrai qu'après après le moment où Lando Norris, après son premier arrêt, est ressorti derrière un pack de retardataires, bah, au deuxième arrêt, il y avait déjà un écart de 6-7 secondes avec Charles, donc c'était compliqué, même s'il revenait. Et même si en fin de course, Charles Leclerc est revenu parce que Verstappen a fait le tampon, ça n'aura pas suffi. Max Verstappen qui lui aura tenté jusqu'au bout, en tout cas sur cette stratégie à 2 arrêts, d'attendre l'incident de course, quelque chose qui arrive. Évidemment, dans cette stratégie donc imposée à 2 arrêts au stand, Verstappen va rentrer au stand dans le dernier tour pour faire son deuxième arrêt, hein. Il va forcer en attente d'un éventuel drapeau rouge, parce qu'évidemment quand on a un drapeau rouge, bah, en fait on a le droit, les positions sont figées, on a un démarrage de course à nouveau et puis surtout on peut changer ses pneus. Et donc ça lui aurait évidemment potentiellement offert cette victoire. Donc c'est pour ça que Max Verstappen est resté en piste jusqu'au bout. Il a vraiment étendu son deuxième relais. Et chose très drôle, hein, on a vu les temps de Lando Norris qui étaient en 1,15, 1,16 globalement, derrière Max Verstappen qui était extrêmement lent. Et puis quand Max est rentré au stand, et ben, Lando Norris nous a claqué un 1,13 je crois ou 1,12. Bref, 2 à 3 secondes plus rapide que ses tours précédents. Donc forcément, il était très retenu derrière Verstappen qui était sur des pneus très usés et qui maintenait un rythme pépère, on va dire. Voilà, en tout cas, c'était un revival de Ferrari sur cette piste. Alors, on pourrait dire, ah là là, Ferrari, ça y est, c'est le comeback. Malheureusement, la piste de Monaco, elle est assez particulière, hein. C'est une piste très atypique. Elle ne va pas refléter du tout les performances de la Scuderia sur l'ensemble de la saison. Pas du tout, en tout cas sur le prochain en Espagne. Donc il va falloir attendre le prochain Grand Prix, hein, pour avoir les vraies performances avec les nouvelles évolutions, pour voir si Ferrari rentre plus proche, se rapproche de McLaren, et si Red Bull est en capacité de contrecarrer McLaren sur des circuits où on a un peu plus de virages à moyenne et haute vitesse. Bon, tu l'auras compris, Norris, en remportant cette victoire, est donc revenu dans le rétroviseur d'Oscar Piastri. Directement sur ses rétros, il le regarde, eyes in the eyes, mon gars. Et prépare ton kangourou parce que moi, je suis direct dans tes rétros. Lando Norris qui s'est offert donc le scalp de cette victoire à Monaco qu'il n'a jamais eu. Première victoire, hein, c'est toujours la victoire la plus belle, hein, pour les pilotes, hein, quand même, sur ce circuit extrêmement exigeant quand même. Une victoire qui lui permet de revenir à 3 points d'Oscar Piastri, et puis Max Verstappen qui a un peu décroché. On le savait que donc Red Bull un peu plus en retrait, qui se retrouve maintenant à 22 points de Norris, 22 points oui, de Norris, 25 points d'Oscar Piastri toujours en tête. Et voilà. On va attendre bien sûr l'Espagne pour revoir si les évolutions, si ça se redispatche les points, si Ferrari rentre dans le game ou non. Toujours est-il qu'il faut quand même nuancer, hein, cette suprématie de McLaren en ce début de saison.
On a donc assisté à la 8e épreuve de la saison, mais sur les 7 premières avant, hein, McLaren a donc marqué 279 points en 2025. Et bien pour comparatif, hein, pour qu'on visualise un petit peu, en 2024, Red Bull en avait marqué 268. Donc à 11 points d'écart, on avait une surdomination aussi de Red Bull. Pourtant, l'année dernière, Red Bull n'a pas été champion du monde constructeur et ne l'a pas été de assez loin, c'est-à-dire qu'ils sont fait déposer bien avant la ligne d'arrivée par McLaren. Aujourd'hui, McLaren a évidemment le double des points de ses concurrents, hein, ses rivaux qui sont dans un mouchoir de poche désormais, Mercedes, Ferrari ou bien Red Bull. On a des écarts extrêmement serrés entre les trois, hein. 319 points pour McLaren, 147 pour Mercedes, 143 pour Red Bull, 142 pour Ferrari. Mais on n'est jamais à l'abri qu'en Espagne, avec ce tournant de la saison qu'on attend évidemment, avec cette restriction sur les ailerons flexibles et ces différentes évolutions qui vont être apportées, que l'un de ces trois concurrents vienne challenger l'écurie McLaren qui pour l'instant domine de la tête et des épaules évidemment ce championnat du monde. Bon, avant évidemment on a parlé du beau week-end de Ferrari, hein, mais qui est évidemment sur ce circuit atypique, donc on n'a pas envie de tirer trop de conclusions hâtives, hein, sur Ferrari, même si on les sent un peu plus en vogue. Et donc évidemment, s'ils se qualifient bien, on le sait, hein, la Ferrari, elle a du rythme. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que ce week-end, ils ont marqué 28 points et ils ont marqué de gros points parce que derrière, Mercedes a beaucoup souffert et on est obligé de revenir sur le week-end de Mercedes. Et pour revenir sur le week-end de Mercedes, qui a connu une qualification désastreuse, on va devoir forcément revenir sur ce format de course qui les a pénalisés, cet arrêt, ces doubles arrêts imposés, hein, évidemment. D'abord des qualifications, on va revenir complètement ratées, les Mercedes qui n'avaient pas le rythme, très compliqué, on sentait déjà que George Russell allait se qualifier en Q3, mais que ça allait pas être très brillant, il avait peu de rythme, Antonelli très en difficulté à Monaco. On a senti vraiment une différence de gap, alors je vais mettre à part justement l'extrême bonne prestation d'Isaac Hadjar, hein, en tant que rookie, mais l'ensemble du reste des rookies a été très en difficulté à Monaco, mais ce qui est normal, hein, parce qu'évidemment Monaco c'est ultra exigeant, il faut vraiment être en confiance dans sa voiture, et le passage de F2 à F1 est souvent très préjudiciable. On se rappelle de Max Verstappen, hein, qui était fait son premier Grand Prix à Monaco, trop nerveux, il a voulu trop donner, il avait tapé le mur. Et pourtant, Max, on le connaît, hein, c'est une véritable menace. Mais souvent, ouais, la première année en rookie est assez compliquée, sauf Isaac Hadjar, et ça, on va y revenir. Les Mercedes, donc très en difficulté, et puis Russell qui, bon, lui, se dirigeait plutôt vers une Q3, très compliquée, mais une Q3 quand même, qui malheureusement va voir son moteur le lâcher, et Mercedes va se retrouver du coup englué en qualification, et on sait à quel point c'est le coup près, hein, c'est le coup de massue de se retrouver forcément mal qualifié en grille à Monaco, parce qu'il est impossible de dépasser, hein, même en inventant des règles de double arrêt au stand, ça ne change rien. Et Russell et donc Antonelli qui vont partir de la 13e et 14e place. Et là, forcément, bah, c'est terminé pour eux, hein, franchement. C'est déjà dès le début, se retrouver à ces positions-là sur la grille, sur un circuit où il est impossible de dépasser, forcément, ça ne peut pas mener à quelque chose de constructif. Pardon, c'est 14e et 15e, je revérifiais juste sur la grille, mais ça ne change pas grand-chose, c'est vraiment déjà des qualifications gâchées pour Mercedes. Et Mercedes va se retrouver avec un 0 pointé, puisque, eh oui, ils vont se retrouver complètement bouchonnés par des stratégies très très drôles, très très fun, hein. Pourquoi? Puisque on l'a dit, et là on va rentrer dans le cœur du sujet qui a pénalisé Mercedes, c'est l'instauration de ce double arrêt au stand. Alors, ce double arrêt au stand, forcément, il est pour but de créer un petit peu de spectacle, puisqu'il n'est pas possible de dépasser à Monaco. Donc, forcé de jouer avec le trafic, avec la stratégie, de faire quelque chose. Alors, il faut le dire, hein, les écuries ont trouvé une solution, hein, c'est drôle, hein. Après, est-ce que c'est vraiment le résultat escompté? Est-ce qu'on a envie d'assister à ça chaque année? Je ne pense pas, mais néanmoins, c'était intéressant à tester. On a donc imposé donc à chaque écurie de rentrer 2 fois au stand. Et puis, il y a des écuries, voilà, très rapidement, on a vu un petit jeu de stratégie qui s'est mis en place, initié par l'écurie Racing Bull, hein, qui a pris les devants et qui a utilisé Liam Lawson en fait, comme une muraille pour ralentir tout le monde et permettre à Isaac Hadjar de faire ses 2 arrêts très tôt dans la course, hein, parce qu'il n'y a pas de dégradation pneumatique à Monaco, en tout cas
pas qui opèrent suffisamment et en plus, pas qui mettent en danger en fait, la voiture et surtout de toute façon, qu'importe que tes pneus soient usés, personne te dépassera puisqu'il est impossible de dépasser à Monaco. Résultat, Liam Lawson a fait le bouchon, pour Isack Hadjar. Isack Hadjar qui a pu rentrer 2 fois au stand. Derrière lui, il y avait aussi, Alonso notamment, Hamilton, Ocon et donc tout ce petit monde va bénéficier un petit peu de ce bouchon pour se détacher complètement du groupe. Et là, on va assister à une scène un peu ubuesque, c'est-à-dire Liam Lawson qui tourne à 3 ou 4 secondes moins vite que son coéquipier Isack Hadjar et qui va former un énorme bouchon. Tout le monde est derrière, les Mercedes comprises, et elles vont attendre parce qu'il n'y a absolument rien à faire, hein, parce qu'en fait, derrière Liam Lawson et qui bouchonne, et ben en fait, comme c'est impossible de le dépasser, si on rentre au stand, on sort derrière cette queue de peloton, donc on n'a pas gagné grand-chose. Alors on va voir Birman hein, qui va s'essayer justement à cette stratégie, qui va rentrer au stand plus tôt et qui va effectuer ses 2 arrêts derrière ce gros peloton, hein. Juste pour vous situer un peu le résultat, Birman il a fini 12e. De toute façon, hein, quoi qu'il arrive, on peut jouer à rentrer plus tôt, on peut jouer à rentrer plus tard. À ce jeu de stratégie, si on n'est pas dans le top 10, parce qu'on va y venir, Williams va copier justement Racing Bull sur cette stratégie, mais en fait on n'arrive à rien. Donc Liam Lawson fait son petit travail, et puis finalement donc Williams les voit faire et se dit putain c'est pas con ça, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait potentiellement la même, on va peut-être faire la même. Et donc c'est reparti, on assiste à la même scène, on a donc Albon qui se détache et Sainz qui fait le bouchon, Sainz qui est en plus 10e, donc lui c'est la porte au point, vraiment c'est la muraille pour empêcher les autres de passer pour avoir le point de la 10e place, et Albon qui va donc se détacher, qui va faire ses 2 arrêts au stand. Et alors là, scène encore plus cocasse, on a donc le signal de Williams qui se dit bah écoutez, maintenant qu'on a fait ça, est-ce que le plus intelligent, ce serait pas d'interchanger les positions puisqu'on est 9e et 10e. Albon donc qui ralentit, qui laisse passer Sainz et qui fait le bouchon à sa place pour laisser passer Sainz et lui permettre de faire ses arrêts. On est, bah oui, stratégiquement parlant, évidemment, bah c'est du génie, hein. Après, en termes de course, ouais, bon. Alors, d'un côté, on a envie de dire, les autres années, on s'est fait chier à mourir à Monaco. Voilà, pendant la course. Parce qu'il ne se passait rien, il n'y avait pas d'arrière. Là, on peut dire qu'on a quand même... il y a eu du fun. Je veux dire, au moins, il y avait un peu d'intérêt à regarder les tours sur les stratégies. Après, est-ce que vraiment c'est de la course automobile à proprement parler, sachant que à proprement parlant, sachant qu'il y a une voiture qui bouchonne 10 autres voitures qu'il est impossible de dépasser, est-ce qu'on n'est pas à la limite de l'antisportivité, malheureusement, à cause de cette règle? Après, moi, je crache pas sur Racing Bull et Williams, hein, ils ont fait ce qui était le plus intelligent. Je veux dire, ils bouchonnent, c'est pas possible de passer, ils reswitchent. Le coup de Williams, c'est le coup de génie, hein, je veux dire, de bloquer tout le monde. Le seul problème hein, derrière ce coup de génie, et on va le voir avec le craquage de Russell, c'est qu'en fait, derrière Sainz, c'est-à-dire à partir de la 11e place qui rapporte, je le répète, 0 points, il n'y a aucun intérêt sur cette course. Je veux dire, imaginez, vous passez 78 tours derrière quelqu'un qui vous bloque. 78 tours, allez, il va vous libérer au 65e, il va reprendre peut-être un rythme un peu plus grand, mais pendant près de la 90-95% du Grand Prix de Monaco, vous avez passé votre temps derrière une voiture qui roule au ralenti et que vous ne pouvez pas passer et qui vous bloque volontairement pour que son coéquipier puisse faire des arrêts. Bah, c'est pas très intéressant. Alors, on le savait hein, que cette règle, elle allait faire la part belle, je dirais, aux équipes. Parce qu'on a vu qu'en fait, on ne pouvait pas vraiment faire la part belle aux pilotes dans le sens où le dimanche, comme il est impossible de dépasser, bah, faire la part belle aux pilotes, ça a moins d'intérêt. En l'occurrence, faire la part belle aux écuries, c'est-à-dire donner plus d'importance aux écuries, c'est parce qu'elles ont elles ont la visibilité sur le trafic, sur les arrêts au stand, sur la stratégie pneumatique. C'est eux qui font ces choix hein, et donc forcément c'est mettre plus de pression sur les écuries le dimanche. Mais force est de constater que c'est très contrasté comme résultat et que bon, c'était drôle cette année, voilà, parce qu'on a eu Racing Bull qui fait mumu, on a vu Williams qui a switché ses voitures. Mais au final, est-ce qu'on va vouloir se taper ça chaque année? Bah surtout qu'en plus, je pense qu'on a vu le panel stratégique de ce que ça donnait. Et finalement, le résultat à 2 arrêts, il est
pas très concluant. Ça reste des manœuvres assez dangereuses de rouler aussi bas, hein, 3-4 secondes du rythme, c'est très, très, très lent et puis c'est extrêmement frustrant pour l'ensemble des pilotes. Je pense que ça a pas trop d'intérêt parce que ça reste le but, c'est quand même de faire de la course automobile, donc si c'est pour faire un train-train comme ça, c'est un petit peu pénalisant. Et puis on va revenir évidemment sur le craquage de George Russell puisqu'on y venait sur Mercedes. Mercedes va être engluée derrière cette stratégie, d'abord celle de Lawson, puis ensuite celle des deux Williams. Donc derrière ce train-train, switch des deux Williams. Russell qui demande donc à sa radio, mais attendez, ils viennent d'échanger de position. Et il comprend. Et il comprend, hein, Sarello dit oui, ils vont faire la même stratégie. Et là, il comprend et dit putain, l'enfer quoi. Imaginez le mec, ça fait 50 tours qu'il est derrière, il a dû ralentir derrière Lawson, qui faisait le bouchon. Ensuite, il ralentit derrière Alexander Albon et derrière Carlos Sainz. Et ensuite, il voit les deux Williams qui changent et il se dit putain, j'en ai encore pour 20 tours derrière Alexander Albon, je tiendrai pas mentalement. Et là, Russell, le coup de génie, très drôle, va piquer tout droit donc à la rascasse et il va venir tout simplement dépasser Albon de manière totalement illégale en dehors de piste et il ne va pas lui rendre sa position. L'écurie va lui dire mais il faut que tu rendes la position à Albon. Et rendez-vous compte, c'est très drôle parce que moi j'attendais très drôle l'interview d'Amand Russell en fin de course et lui-même le dit. Eh ben écoutez, j'ai pris une pénalité, forcément un stop and go, parce que évidemment il a doublé volontairement hors de piste un adversaire sans vouloir lui rendre la position, donc il va prendre la peine maximale. Mais même avec ce stop and go, écoutez bien, George Russell il finit 11e et il finit à la meilleure position auquel il aurait pu finir par rapport à son dépassement. C'est-à-dire que ça l'a avantagé de dépasser Albon illégalement de cette manière plutôt que s'il avait fait l'inverse. Donc c'est quand même très drôle. Même avec ce stop and go, il finit mieux classé. Parce qu'Antonelli, lui, il est resté derrière comme un gugus. Et qu'est-ce qui s'est passé? il a terminé dernier, c'est-à-dire 18e, puisqu'on a eu les abandons d'Alonso et Gasly. Donc c'est quand même extrêmement drôle, c'est quand même la scène la plus cocasse. Et je pense que Russell l'a bien conclu dans son interview. On a essayé, mais le problème c'est que ça n'a aucun intérêt pour nous pilotes qui se trouvons derrière ces bouchons. Je ne blâme pas évidemment Williams et Racing Bull parce qu'on avait les consignes de faire un peu la même chose. Mais si on est en dehors de points, ça n'a aucun intérêt. Moi, je voyais les commentateurs sur Canal, c'est vrai qu'ils tiraient à balle sur Mercedes, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Voir que Mercedes, ils sont deuxième du championnat, ils visent les points. Je veux dire, aller chercher une 11e place pour rester dans le livre, on s'en fout. En fait, faut rapporter des points. Et là, de toute façon, à partir du moment où on est derrière le 10e, on n'a aucun moyen de le dépasser. Et vu qu'il y a cette stratégie de bouchon où son coéquipier va laisser passer l'autre, etc., on ne repassera jamais devant l'autre. Donc on est condamné à cette place-là. Donc pas de solution véritablement pour Mercedes sur ce Grand Prix. Et donc je pense que Russell l'a en effet très bien résumé. On a essayé cette stratégie à 2 arrêts pour dynamiser la course. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Ça donne une farce. Et au-delà de ça, où je suis d'accord avec lui, c'est des manœuvres qui sont dangereuses parce qu'on a des voitures au ralenti sur la piste. C'est dangereux pour les pilotes qui se situent derrière et pour les voitures en plus qui arrivent. Il faut voir quand même que les leaders ont mis 2 tours à George Russell. Alors je veux bien que George Russell soit lent à Monaco et soit pas dans le rythme de Lando Norris, ça j'en doute pas. Mais quand même une Mercedes qui se prend 2 tours par la McLaren, c'est dire à quel point il s'est fait bouchonner pendant l'entièreté du Grand Prix. Voilà en tout cas pour cette instauration du double arrêt hein, qui restera très très mitigée. Je suis pas sûr qu'elle soit conservée pour l'année prochaine, mais ça valait le coup d'essayer franchement. Hein, mais bon, le problème c'est que on a quand même affaire aux meilleures écuries du monde, aux meilleurs stratèges, et que forcément si on pense à une solution, bah, il y a des petits malins hein, qui vont trouver autre chose. Hein. Tant qu'on reste dans les règles évidemment et que ça rapporte des points, les écuries sont là pour ça, pour maximiser. Et là, bah, elles ont trouvé la faille. Et on fait donc un dernier point avec les bons points, les mauvais points de ce week-end. Et on va forcément commencer avec Isaac Hadjar, le français. Bah, les deux français hein, qui ont performé parce qu'Esteban Ocon aussi. Mais Isaac Hadjar qui véritablement pour l'instant réussit son début de saison. À part la petite bourde, rendez-vous compte à Melbourne où s'est envoyé dans le mur pendant le tour de formation sous la pluie. Depuis Isaac Hadjar, il brille vraiment. Il fait vraiment de superbes week-ends de course. Le peu de fois où il n'a pas été récompensé, c'est parce que la stratégie n'a pas été optimale. Mais sinon, vraiment, là encore, un week-end de course fantastique pour Isaac, qui pourtant s'est retrouvé dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, le wagon des rookies à Monaco, hein, le fait de
de prendre ses marques à Monaco sur une F1, c'est pas la même chose qu'une F2, de pousser la voiture à ses limites, de découvrir jusqu'où va la limite de la F1 à Monaco dans des rails aussi proches. Et Isaac Hadjar, il va taper, il va faire pas mal d'erreurs pendant les essais libres, mais il va avoir ce pic de concentration en qualification et il va venir accrocher cette 5e place, donc après la pénalité de Lewis Hamilton sur la grille, et qui va convertir en 6e place. Et ça va être encore des points, superbes points glanés pour Racing Bull. Encore une fois, Isaac Hadjar qui a fait un gros travail, alors bien aidé par Liam Lawson, et là il faut vraiment bien le mettre en avant. L'un des rares week-ends ensoleillés pour Liam Lawson qui pour l'instant subit vraiment autant chez Red Bull que depuis qu'il est chez Racing Bull à côté d'Isaac Hadjar. Il a du mal à suivre le rythme du français aussi, toujours un peu derrière. Et bien là, il s'est mis à son avantage, même s'il était qualifié derrière Isaac, il a fait un gros travail d'équipe, on l'a dit, en bouchonnant. Et il a rapporté des gros points, il a permis à Isaac Hadjar d'avoir cette 6e place. Lui est venu charger cette 9e place, ou 8e je crois, non, 8e place. Et vraiment un super boulot pour Racing Bull qui marque de gros points. Et évidemment, l'autre surprise du week-end, c'est Esteban Ocon. On avait vu As au fond du fond, et puis ça fait un moment que As quand même marque un peu le pas. Mais surtout, on a vu une énorme différence depuis le début de saison entre Esteban Ocon et Birman. Ça commençait à faire un peu peur pour le français, pour être honnête, parce qu'on rappelle que Birman, c'est un rookie et qui met vraiment à mal Esteban Ocon, que As avait fait un Grand Prix d'Émilie-Romagne catastrophique. Donc on était très inquiets, et à Monaco, il y a eu vraiment un revival. Esteban Ocon qui a fait une superbe qualification pour se mettre à la 8e place. Il a bénéficié de l'abandon de Fernando Alonso pour gratter du coup cette 7e place, et il rapporte de gros points à As qui était en grande difficulté. Ça redonne un peu de peps à l'équipe, et puis surtout ça lui redonne un peu aussi du peps à lui qui était en très très grande difficulté, le français. Et forcément on fait un pied de nez, passe D pour Aston Martin qui encore une fois déçoit. Aston Martin qui pourtant, on le sent, hein, a fait un petit gap quand même en performance, commence à mieux c'est la 3e fois d'affilée que Aston Martin se montre plutôt performant en qualification. Là encore, Fernando Alonso dans le Q3, dans le bon wagon, et malheureusement, encore une fois, sa voiture le lâche. Pas de moteur, Fernando Alonso qui est pas verni, il a dit, hein, il est très très malchanceux depuis le début de saison. Confirmation malheureusement. Et Aston Martin qui perd de plus en plus de points dans ses batailles et qui lâche un peu le wagon, qui lâche un peu Williams, qui voit partir Williams très au loin, et forcément. Et pourtant Aston Martin a l'air d'avoir fait un petit pas qu'on verra si ce pas se concrétise donc en Espagne. Prochain Grand Prix, donc, en Espagne, on l'a dit, c'est le tournant qu'on attendait, c'est la 9e manche de la saison. On a eu 8 manches qui ont été surdominées par McLaren, avec quelques éclairs de Max Verstappen, mais franchement, Mercedes n'est pas en mesure de remporter des Grands Prix pour le moment, Ferrari non plus. Il n'y a que Max Verstappen qui puisse pour l'instant marquer de gros points, c'est-à-dire venir chipper la victoire au McLaren. Qu'en sera-t-il en Espagne avec ces nouveaux règlements flexibles, l'aileron flexible avant, beaucoup plus stricts? Est-ce que Red Bull va faire un pas avec ses améliorations aussi? Est-ce que Ferrari va faire un pas? Est-ce que Mercedes va faire un pas? En tout cas, rien n'est joué, et on espère que ce trio va se rapprocher de McLaren pour qu'on ait une superbe bataille aux avant-postes en Espagne. Et ça sera avec enfin bon, bien sûr!